Dans 20 ans, c'est décidé, la Suisse sortira du nucléaire. La décision a été prise juste après la catastrophe de Fukushima, au Japon. 2 nouvelles explosions simultanées se sont produites aujourd'hui dans la centrale de Fukushima. Depuis le tsunami et les explosions en série dans la centrale nucléaire, les Suisses sont devenus particulièrement attentifs à la radioactivité. Non aux poissons japonais radioactifs en Corée du Sud. Le pays interdit désormais tous les produits de la mer provenant de la préfecture de Fukushima. En octobre dernier, à Bâle, un laboratoire fait une découverte. Dans les supermarchés suisses, des poissons radioactifs. Des thons surgelés venus de l'océan Pacifique qui contiennent du césium-137 et du césium-134. La preuve, selon Markus Zeringer, que ces poissons ont bien été contaminés par la catastrophe de Fukushima. Les deux, vous voyez, ils sont les deux, le césium-134 et le 37. En quelle quantité? 0,1 jusqu'à 0,5 becquerel par kilogramme. Pour le chef du laboratoire, ces poissons ne sont pas dangereux pour la santé, car bien en dessous des normes. Il va analyser pour nous un autre échantillon. Alors, ça, qu'est-ce que c'est comme poisson? C'est un cabillaud. Un cabillaud du Pacifique. On a acheté dans un magasin à Bâle pour faire une analyse sur le césium. Si on trouve les deux isotopes en même temps, le césium-134 et 137 aussi, on peut dire ça vient du Fukushima, oui. Finalement, nous apprendrons que ce cabillaud est également contaminé par les rejets de Fukushima, à des doses non dangereuses selon les normes officielles. Un avis que ne partagent pas certains spécialistes de l'autre côté de la frontière, en France. Pour Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire, dire que la radioactivité est inoffensive est une hérésie. Ok, merci. En matière d'exposition à la radioactivité, il n'y a pas de seuil d'innocuité. C'est-à-dire que le premier becquerel, le premier rayon bêta-gamma qui va frapper votre organisme de l'extérieur ou de l'intérieur peut être à l'origine d'un cancer qui pourra se développer dans plusieurs décennies. Une contamination radioactive qu'il faut donc combattre. Une guerre sans fin qui fait rage à l'autre bout du monde depuis 3 ans. Au Japon. Ce jour-là, un tremblement de terre de magnitude 9 survient au large des côtes nippones. Quelques dizaines de minutes plus tard, un gigantesque mur d'eau vient frapper toute la côte est. La vague meurtrière fait plus de 20 000 victimes. Aujourd'hui encore, 5 000 personnes sont toujours portées disparues. Mais le tsunami va aussi dévaster la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Voici l'instant fatidique. L'énorme vague frappe les bâtiments. Noyées, les turbines de refroidissement rendent l'âme. Les réacteurs entrent alors en fusion et provoquent des explosions. Le monde assiste au plus grave accident nucléaire depuis Tchernobyl. Un nuage radioactif s'échappe de la centrale et recouvre une grande partie du pays. Les autorités décident alors d'évacuer 300 000 personnes et elles créent une zone interdite, ici en rouge, de 20 puis 30 km autour de la centrale. Trois ans plus tard, autour de Fukushima, les traces du tsunami n'ont pas disparu. À perte de vue, des montagnes de déchets, restes de maisons, de meubles, voitures et camions broyés. Toute la région n'est qu'un immense chantier de décontamination. Partout où le nuage radioactif est passé, des armées d'ouvriers grattent le sol et enlèvent 5 cm de terre, qu'ils déversent ensuite
dans des immenses sacs noirs, que d'autres ouvriers empilent à leur tour, faute de savoir quoi en faire. Le gouvernement japonais l'affirme, la situation est sous contrôle. Mais les habitants de la région, eux, sont inquiets et ils ont décidé de prendre les choses en main. Comme à Minamisoma, à 20 km de la centrale. La ville a été évacuée au lendemain de l'accident nucléaire. Mais depuis avril 2012, Minamisoma n'est plus dans la zone interdite. Ici, les habitants mesurent eux-mêmes cette radioactivité qui, pensent-ils, les empoisonne. Des dizaines d'associations indépendantes se sont ainsi créées au lendemain de la catastrophe. Vous allez voir le centre de stockage. C'est là où les matériaux radioactifs sont stockés. Ils les empilent et puis ça devient des montagnes de déchets. Armés de compteurs Gégère, ces responsables associatifs répondent aux appels au secours des habitants. Ils ont rendez-vous dans une belle maison au pied d'une colline. La demeure vient d'être décontaminée par les services de la ville. Mais le propriétaire, lui, n'est pas rassuré. On va mesurer partout. La limite légale mise en place par le gouvernement japonais est de 0,23 microsieverts par heure, soit 1 millisievert par an. Au-dessus, selon les normes internationales, la radioactivité est dangereuse pour la santé. C'est vraiment une belle maison. Elle serait encore plus belle si elle n'était pas radioactive. Cette maison appartient à un artisan renommé qui fabrique des céramiques traditionnelles. La visite commence et les compteurs crépitent déjà. Plus de 20 fois la norme de sécurité. Cette maison a été complètement décontaminée. Et le gouvernement prétend que toutes les matières radioactives ont été éliminées et enlevées. Mais ici, sur le béton, mon compteur Gégère affiche presque 5 microsieverts. Normalement, un humain ne peut pas être exposé à plus de 1 millisievert par an. Ici, nous avons une exposition annuelle de plus de 4,3 millisieverts. Si nous étions à Tchernobyl, nous serions dans une zone d'évacuation où il serait interdit de vivre. Personne ne devrait vivre ici. Le propriétaire des lieux a envoyé sa femme et ses 3 enfants s'installer à 300 km de là. Mais lui n'a pas l'intention de partir. Depuis la catastrophe, Koichi Oyama vit seul ici. Je suis arrivé ici il y a 15 ans, avec une tronçonneuse et j'ai tout déblayé moi-même. J'ai construit cette maison de mes propres mains. J'ai même dessiné le jardin, la maison, tout. Koichi Oyama l'affirme, sa situation financière est catastrophique. Il n'a reçu aucune aide et faute de clients, il n'a plus de revenus. Mais tous les ans, il doit encore payer ses impôts locaux. Sur la terrasse, les compteurs s'affolent, plus de 40 fois au-dessus de la limite. Vous avez une maison magnifique, pourquoi vous n'essayez pas de la vendre? Personne va acheter cette maison. Pourquoi? Personne. Parce que c'est une zone irradiée. Nous sommes dans la zone contrôlée. Personne ne veut acheter une maison ici. À Minamisoma, la radioactivité est partout. Devant toutes les écoles de la région, le gouvernement a installé des appareils de mesure. Pour rassurer les parents, les taux de radiation sont affichés en temps réel. 0,13 microsieverts de l'heure, un taux bien en dessous de la limite. Mais à quelques mètres de là, au bord de la route, le compteur monte à 0,8 microsieverts de l'heure. Plus de 5 fois la mesure officielle prise devant l'école.
Toute l'école a été décontaminée. Alors bien sûr, les niveaux de radiation sont moins élevés. Mais si vous marchez juste 10 mètres, les niveaux changent et sont multipliés par 4 ou 5 fois. Dans certains endroits, les niveaux seront multipliés par 10. Si vous voulez mon avis, ces appareils de mesure ne servent à rien. C'est du gaspillage d'argent public. C'est de la radiation naturelle ici? Bien sûr que non. Si c'était naturel, les niveaux seraient à 0,05 microsieverts. Officiellement, toutes les écoles de la région ont été décontaminées. Nous sommes à Iwaki City, à 40 km au sud de la centrale nucléaire. À l'école élémentaire ce jour-là, c'est l'effervescence. Les élèves reçoivent la star de l'équipe locale de baseball, le sport national. Et dans un recoin du stade, 3 mères de famille s'affairent. Elles ont elles aussi créé une association et décidé de contrôler les mesures de radioactivité officielles. Mètre après mètre, elles sondent le stade. Cet endroit juste ici est le plus élevé de l'école. Il est à plus de 0,18 microsieverts. C'est plutôt élevé pour une cour d'école. C'est à un niveau où on nous certifie qu'il n'y a aucun problème pour la santé. Mais si on le compare à avant la catastrophe, c'est quand même 3 ou 4 fois plus élevé. Après le stade, la cour de récréation. Inquiètes pour la santé de leurs enfants, ces mères de famille ne laissent rien au hasard. C'est une tablette avec un GPS qui enregistre directement la mesure de radiation. Les responsables de l'école affirment que tout va bien, même s'ils ont parfois du mal à masquer leurs troubles. L'école a-t-elle été décontaminée? Oui, ils sont venus élaguer les arbres derrière l'école. Et puis aussi couper les arbres là-bas. Mais il n'y a pas eu de décontamination officielle. Mais c'est sans danger pour les enfants de jouer ici? Vous me posez cette question d'un point de vue personnel? Alors c'est no comment. Derrière le directeur adjoint, non pas un, mais 2 appareils de mesure de radiation. L'un affiche 0,9 microsieverts et le deuxième une mesure différente et beaucoup plus élevée, 0,14 microsieverts de l'heure. C'est une longue histoire. De ce que je sais, un de ces appareils de mesure a été fabriqué par une société. Mais la précision n'était pas satisfaisante. Alors le ministère des Sciences a fait annuler le contrat. Et après, de nouveaux appareils ont été installés. Et je crois qu'il y a un procès en cours. Et est-ce qu'ils donnent les mêmes mesures? Je crois que celui de ce côté-là marche mal. La machine ne donnait pas satisfaction. Une histoire étrange. Partout dans la région, au cours de notre voyage, nous avons rencontré ces appareils de mesure côte à côte. Souvent, le compteur Geiger officiel du gouvernement japonais affiche des taux de radioactivité inférieurs à celui installé juste à côté. Pourquoi cette différence? Retour à Tokyo. Dans ce petit hangar, l'entreprise qui fabrique les compteurs, aujourd'hui remplacée. Lui, c'est le patron, Monsieur Toyota.
C'est ce qui avait été commandé par le ministère des Sciences. Ils ont commandé 600 systèmes de dosimètres en temps réel, comme cela. Et ils les ont installés dans la préfecture de Fukushima. Mais quelques semaines après la mise en service des premiers appareils, le ministère lui demande de modifier les mesures. Motif, les appareils affichent une radioactivité trop élevée. La lettre du ministère est claire, le ton est ferme. Tenez, voilà la lettre que le ministère des Sciences nous a envoyée. Elle est datée du 26 octobre 2011. Et ici, il est écrit « Parce que vos relevés sont trop élevés ». En fait, ils sont allés inspecter 6 de nos dosimètres sur place. Et selon eux, nos appareils affichaient une radioactivité bien plus élevée que celle de leur propre compteur Geiger. Donc, ils écrivent que nous devons absolument corriger cela. Et ils nous demandent de faire ces modifications immédiatement. Problème, les appareils de M. Toyota sont fabriqués aux États-Unis selon les normes internationales. Et le fabricant américain ne veut rien savoir, il refuse de les modifier. Nous avons contacté le fabricant aux États-Unis pour lui demander de baisser les données. Ils ont répondu que leur matériel était conforme aux standards internationaux. Donc ils ne voyaient pas pourquoi ils devaient les conformer aux standards japonais. Ils ont rejeté notre demande. Les mesures de la radioactivité sont aléatoires. Une pondération de plus ou moins 20% est appliquée. Mais par précaution, la plupart des pays affichent la mesure la plus haute. Les autorités japonaises n'ont pas souhaité répondre à nos questions, prétextant le procès qui les oppose à la société de M. Toyota. Minimiser les risques, de peur d'effrayer la population. Un procédé qui, depuis le début de la catastrophe, exaspère les Japonais. Pour dénoncer les propos rassurants, certains reporters n'hésitent pas à utiliser des appareils photo dissimulés, dont l'usage est peu répandu au Japon. Ce journaliste d'investigation ne nous montrera donc pas son visage. Shun Kirishima est son pseudonyme. Depuis 3 ans, pour photographier l'intérieur de la centrale, il se fait régulièrement embaucher comme ouvrier. Ce jour-là, il est reçu dans un syndicat à Tokyo pour témoigner de ce qu'il a vu. Autour de la table, des travailleurs du nucléaire. Ils ne veulent pas apparaître de peur de perdre leur emploi. Quand tu regardes la mer, c'est tellement beau. Mais à l'intérieur de la centrale, c'est atroce. Et ça a été pris où? C'est la turbine du réacteur 1. C'est le tuyau de l'eau contaminée. C'est celui qui a cassé. Au cœur de la centrale, un travail pénible et dangereux. Les 5000 travailleurs du nucléaire sont tous volontaires. Shun Kirishima, lui, considère que prendre ces photos, c'est son devoir. J'accepte les risques. J'ai 48 ans, je ne suis plus très jeune. Ce n'est pas grave. Je voulais connaître la vérité. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus important? Il faut prendre ce risque pour découvrir ce qui se passe réellement dans la centrale nucléaire. Alors, le journaliste accepte de m'accompagner au plus près de la centrale de Fukushima. Depuis 2012, la zone d'exclusion n'est plus un arc de cercle de 30 km autour de la centrale. Elle suit presque le parcours du nuage nucléaire et de la contamination radioactive. Impossible d'entrer dans la zone rouge sans autorisation. L'accès à la presse est rare et très encadré. Mais le journaliste japonais dispose d'un laissez-passer. Je vais pouvoir pénétrer dans la zone interdite en me cachant dans le coffre de sa voiture.
On va arriver au checkpoint. S'il te plaît, ne parle pas. Reste silencieux pendant quelques minutes. Bonjour. Bonjour, tout va bien? Rien à déclarer? Ok, bonne journée. Au bout de quelques kilomètres, dans un endroit discret, je peux sortir. Mais Shun Kirishima me conseille alors de me dissimuler le visage. Il faut que je m'habille comme ça au cas où on me voit pour que j'ai l'air à peu près japonais, qu'on ne reconnaisse pas en tout cas que je suis un étranger. Do I look Japanese? Est-ce que j'ai l'air japonais comme ça? I look Japanese? Yeah. Ouais. Okay. Ça sera plus discret comme ça. Nous roulons vers la centrale. Le compteur Geiger se met à sonner, signe que nous sommes bien au-delà de la limite de sécurité de 0,23 microsieverts de l'heure. 10,4. C'est dangereux? Oh oui, dangereux. Oui, c'est trop élevé. 10,4? 10,4. 10,4, trop élevé, trop dangereux. Tiens, regarde. Ici, si tu tournes à gauche, à 1,5 km, c'est la centrale nucléaire. Le journaliste nous emmène sur le parking de l'ancienne école de Futaba. Un appareil de mesure officielle du gouvernement affiche 50 fois la norme. Et Shun Kirishima est en colère. Regardez, ils ont mis la batterie sur le sol et elle bloque les rayons gamma. Il y a la batterie, une plaque en acier et après l'appareil. Donc les rayons gamma, ils n'arrivent pas jusqu'au capteur. Et comme ça, les mesures officielles sont faibles. Pour le prouver, il s'éloigne de 2 mètres, dans l'herbe. Son compteur Geiger affiche 21 microsieverts de l'heure, près du double de la mesure officielle. Et derrière l'école, les compteurs vont s'affoler. Près de 40 microsieverts. Et si on le pose par terre, là on change d'unité de mesure. Nous sommes passés en millisieverts, 0,30 millisieverts, c'est-à-dire 300 microsieverts. Plus de 1300 fois la norme de sécurité. Le gouvernement japonais l'affirme, la ville de Futaba est condamnée pour plusieurs décennies. Les gens ne pourront pas revenir ici avant au moins 10 ans, 50 ans. Si quelqu'un vient vivre ici, il s'exposerait à recevoir 50 fois la dose de sécurité annuelle. Plus de 50 millisieverts par an, ce n'est pas possible. Il ne faut pas qu'on reste trop longtemps ici. Il faut y aller. Vous venez ici souvent? Vous prenez des risques insensés? J'ai travaillé longtemps à la centrale nucléaire de Fukushima, alors bon, je ne suis plus vraiment inquiet pour moi. Mais pour les gens normaux comme vous, il faut éviter de rester trop longtemps dans cette zone. Dans la zone d'exclusion, les mesures de radioactivité sont bien au-delà des normes. Dans les villages autour de la centrale, abîmés par le tremblement de terre de mars 2011, le temps s'est figé. Mais le gouvernement ne désespère pas de faire revenir un jour les habitants. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs refusé de quitter leur maison. Ce fermier vit à 14 km de la centrale. Je suis un résistant, un kamikaze. Je suis un éleveur terroriste. Masami Yoshizawa vit là avec ses 300 vaches. Toutes sont contaminées. Les vaches marrons sont des vaches typiquement japonaises, très différentes des vaches noires. Elles ne peuvent pas être vendues sur les marchés et on ne peut pas les manger. Le gouvernement nous interdit de les donner, de les vendre ou de les emmener ailleurs.
L'éleveur a touché 200 000 € d'indemnisation de TEPCO, l'opérateur de la centrale. Regarde, c'est à 7.9. 7.6 microsievert. Ça va haut par ici. Masami Yoshizawa a décidé de rester là, malgré les risques. Je suis un éleveur, jusqu'à la fin. Je suis un éleveur qui nourrit son troupeau tous les jours. Même si je ne peux pas vendre mes bêtes. Il y a eu un accident, ça n'a pas d'importance. Les explosions nucléaires, c'est la vie. Mais quoi qu'il arrive, je continuerai à prendre soin de mes animaux jusqu'à la fin de ma vie, pendant les 20 prochaines années. Et ces vaches sont malades. 1 an après la catastrophe, sur leur pelage, des taches blanches sont apparues. Depuis août 2012, ces marques blanches ont commencé à se développer. Ce sont des vaches au poil noir. On voit ces points blancs sur leur cou, leur dos et partout sur leur corps. Ça s'est un peu atténué, mais ces vaches-là aussi en ont. Je pense que c'est probablement dû à l'exposition à la radioactivité. Je pense à une mutation de la peau, une mutation de la pigmentation, quelque chose comme ça. Plus de 200 de ces vaches sont mortes depuis l'accident et il ne sait pas pourquoi. Les vétérinaires du gouvernement sont venus faire des analyses, mais ils n'ont jamais envoyé les résultats. Cette vache est morte tout d'un coup. Elle avait l'air en bonne santé et elle est morte tout d'un coup. Je ne sais pas pour quelle raison. Son petit veau est mort avec elle. Je ne sais pas pourquoi. Elle était en pleine forme. Le fermier a un rituel, un petit mémorial pour chaque vache qui disparaît. Mais sa santé à lui, Masami Yoshizawa ne veut pas en entendre parler. Je suis allé faire des examens. Ils ont vérifié mon ADN 2 fois. Ils ont dit que tout irait bien. Ils ont dit que peut-être il y avait quelques raisons de s'inquiéter, mais que j'étais toujours dans la norme. Plus vous êtes jeune et plus vous devez vous inquiéter. Mais j'aurai 60 ans l'an prochain. Je suis âgé alors, je n'ai pas peur. Il a accepté néanmoins de nous confier son dossier médical. D'après cet examen, son ADN est abîmé. Et le médecin japonais qui l'a ausculté a noté à la main un commentaire. Un taux légèrement élevé, mais pas de problème. Une annotation qui a le don d'énerver ce médecin. Il a longtemps travaillé en Ukraine, après la catastrophe de Tchernobyl. Nous avons vu les résultats d'un éleveur et son ADN a changé, mais le médecin a dit pas de problème. C'est ce que le docteur a dit, c'est très dangereux. On ne peut pas savoir ce que cette augmentation veut dire. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il se passe quelque chose de grave dans votre corps. Et qu'est-ce qu'il se passe si votre ADN est endommagé? Le risque de cancer est très élevé. Mais à Tchernobyl, même s'il y a eu un très fort taux de cancer, d'autres maladies y sont apparues. En fait, le cancer ne représentait plus que 10% des maladies suite à l'accident de Tchernobyl. Les autres maladies très répandues étaient les maladies cardiaques. Parce qu'en fait, quand le césium rentre dans le corps, il se fixe d'abord sur le pancréas et sur le cœur, et il se concentre là. Et après, il se diffuse dans le corps. C'est ce que nous avons appris. Ce risque pour la santé des hommes est présent à Fukushima depuis mars 2011, quand les enveloppes des réacteurs ont été soufflées les unes après les autres, libérant un panache hautement radioactif. Et face à la crainte d'une épidémie de cancer de la thyroïde, le gouvernement japonais a mis en place une gigantesque étude médicale, le FHS. De 0 à 18 ans,
les 360 000 enfants de la région doivent subir un scanner complet et une échographie de la thyroïde. Mais pour les familles, cette étude est menée en dépit du bon sens. Koriyama, à 50 km de la centrale. Cette ville a été fortement contaminée lors du passage du nuage. Et les familles ont peur pour leurs enfants. Et regarde, tu avais encore des cheveux. Oui, j'avais des cheveux. Tokiko Noguchi a 2 enfants. Yume, 13 ans, et Rintaru, un petit garçon trisomique de 9 ans. Son fils a perdu ses cheveux juste après la catastrophe à cause du stress, disent les docteurs. Je suis sûre que nous avons été en grand danger le 15 mars. Il y a eu un laps de temps de plusieurs heures après l'explosion. Ce jour-là, le vent a amené le nuage radioactif vers nous. Il y a eu une tempête de neige le 15 et tout Koriyama s'est retrouvé trempé par les radiations. Et l'année dernière, comme tous les enfants de la région, Yume et Rintaru ont participé à l'étude officielle FHS. Ils se sont donc soumis à une échographie de la thyroïde. Les parents doivent signer une autorisation pour que les enfants passent l'échographie. Et le résultat arrive dans une enveloppe, adressée à l'enfant. Regardez, il y a écrit à l'attention de monsieur Rintaro Noguchi. Et sur l'enveloppe, il y a écrit privé et confidentiel. Ce qui signifie qu'il est le seul à pouvoir ouvrir la lettre. C'est n'importe quoi. Il est en CE1 et il est handicapé. Alors nous avons ouvert l'enveloppe. Et voilà les seules informations que nous ayons eues. Il est écrit qu'il y a des kystes de moins de 20 mm, sans préciser quelle taille ou combien il y en a. Aucune image, aucune mesure. Et à la fin, ils écrivent « Il est A2 ». Le prochain test est censé avoir lieu dans 2 ans. J'étais scandalisée. Ils disent qu'il y a des kystes, mais d'attendre pendant 2 ans, qu'est-ce que cela veut dire? J'étais choquée, mais surtout, j'étais très en colère. Les 2 enfants de Tokiko ont été classés dans la catégorie A2. Selon les documents transmis aux parents, voici les différents cas de figure après l'exposition aux radiations. A1, votre thyroïde est saine, il n'y a aucun problème. A2, il n'y a pas de problème non plus, mais les enfants présentent des kystes et éventuellement des nodules. Les 2 autres catégories, B et C, nécessitent des examens approfondis, voire une opération. Ce manque d'informations ne rassure pas les parents. D'autant qu'à ce jour, 75 enfants sont déjà atteints d'un cancer de la thyroïde dans la région. C'est au moins 15 fois plus que la normale. Alors partout, des associations se mobilisent pour connaître la vérité. Comme dans le village de Miharu. Ici aussi, le nuage est passé en mars 2011. Ce jour-là, de nombreuses familles patientent dans la salle de spectacle de l'école. Ça ici, c'est son œsophage. Et là, vous voyez la tache noire, c'est ce qu'on appelle un kyste. Ce docteur est un spécialiste du cancer de la thyroïde. Il pratique ses dépistages bénévolement. Elle a un nodule sur sa glande gauche de la thyroïde. Il mesure 8,2 mm sur 3,6 mm. Selon ce spécialiste, les tests officiels de la région de Fukushima ne sont pas fiables. Contrairement à ce que disent les autorités, il affirme que le Japon est menacé par une épidémie de cancer. Je pense qu'il est possible de se retrouver face à un grave problème dans 15 ou 20 ans. De nos jours au Japon, des gens vivent là, où la radioactivité, à 1 mètre du sol, peut aller jusqu'à 20 millisieverts. Si on appliquait les normes de Tchernobyl, le gouvernement devrait reloger les citoyens, dès que les radiations sont supérieures à 3 millisieverts par an.
Mais au lieu de ça, le gouvernement laisse des gens vivre dans des endroits qui vont jusqu'à 20 millisieverts. Alors si ça continue comme ça, nous allons au-devant de graves problèmes. Près d'une centaine de familles inquiètes se pressent pour voir le docteur Nishio. Alors, quel est le résultat? Le docteur a dit que tout allait bien. Quel soulagement! Face au silence du gouvernement, ces associations apportent un peu de réconfort et d'espoir. Vous savez, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire. Après tout, la radiation est partout autour de nous. Nous ne savons pas quand aura lieu la prochaine explosion. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Alors, pour protéger nos enfants des radiations, et parce que nous sommes assassinés à petit feu, nous devons faire quelque chose. C'est une approche très passive, mais nous devons nous battre contre l'adversité. Des parents désarmés face à des autorités japonaises jugées peu crédibles. Tout a commencé quelques jours après la catastrophe, avec le discours du conseiller nucléaire du gouverneur de Fukushima. Sur cette vidéo, largement partagée ensuite sur Internet, le docteur Yamashita tient des propos qui ont scandalisé le Japon. Si vous souriez, les radiations n'auront aucun effet sur vous. Si vous ne souriez pas, vous en ressentirez les effets. Cette théorie a été prouvée par une expérimentation sur les animaux. Le docteur Yamashita a refusé notre demande d'interview. Mais nous avons pu rencontrer son successeur, le docteur Suzuki. Pour lui, les familles s'inquiètent sans raison. Un sujet A2 n'a pas à recevoir de traitement médical. Même s'il a des kystes? Oui, pas de problème. Selon le docteur Suzuki, le nombre de cancers de la thyroïde chez les enfants n'a rien d'anormal. Et le plus grand danger serait d'affoler les populations. Ceci est très important. Oui, très important. La radiation est invisible et les dommages dus aux effets des radiations n'apparaissent pas tout de suite. Alors, bien sûr, c'est normal. Les gens étaient inquiets au moment de l'accident. Mais je crois, et c'est mon opinion personnelle, qu'au-delà des radiations, la peur des radiations est encore plus néfaste pour la santé des citoyens japonais. Des radiations dont il ne faudrait surtout pas avoir peur. Vous me comprenez? Mais dans le doute, l'université de Fukushima construit un immense centre de recherche et de traitement des effets des radiations. Ouverture prévue en 2016. Le Japon, donc, se prépare encore des jours sombres. Alors, pour tenter de contrôler l'incontrôlable, le gouvernement a installé dans la ville de Fukushima, à 60 km de la centrale, le quartier général de crise. Tous les ministères concernés sont présents. Plus TEPCO, la compagnie d'électricité qui gère la centrale. Masato Kino est à la tête de ce site depuis la catastrophe et il n'est pas prêt d'en partir. Nous sommes là depuis presque 3 ans déjà. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps il nous faudra encore rester ici. Mais cela va prendre 30, 40 ans pour arriver à se débarrasser des radiations. Alors visiblement, nous allons devoir travailler ici encore quelque temps. 40 ans pour démanteler le site. Mais pour l'heure, il faut refroidir les 3 réacteurs en fusion, les arroser en permanence. La tâche est inhumaine, les bâtiments en ruine fuient.
Des centaines d'ouvriers se relaient en dépit du danger pour tenter d'endiguer la contamination avec les moyens du bord. Alors inexorablement, tous les jours, 300 tonnes d'eau hautement contaminée se déversent dans l'océan Pacifique. Les gens sont inquiets pour l'environnement. Parce que cette eau, ultra radioactive, s'écoule dans la mer. C'est légitime. Et tout le monde est inquiet, notamment pour l'industrie de la pêche. Il nous faut donc absolument résoudre au plus vite le problème de l'eau contaminée. Cette eau radioactive qui s'échappe de la centrale dans le Pacifique contamine les poissons. Ce murasoi, pêché l'année dernière, présente plus de 2500 fois la limite radioactive autorisée. La pêche est interdite jusqu'à 40 km des côtes. Alors, les chalutiers d'Iwaki sont contraints de partir au grand large. Ils ne sont autorisés à pêcher qu'une quarantaine d'espèces et doivent soumettre une partie de leur prise à des analyses. Sur le quai, les fonctionnaires de la préfecture de Fukushima les attendent. On va emmener ces poissons au laboratoire. Ensuite, on les analyse pour vérifier la radioactivité. Ces derniers mois, les résultats publiés par le laboratoire de la préfecture se veulent rassurants pour que les poissons puissent être vendus ou dégustés par les pêcheurs. Vous allez les manger? Oui, bien sûr. Du poulpe. Et vous mangez ça cru? Oui, bien sûr, je les mange. Ce n'est pas contaminé. Zéro radiation. Celui-là, zéro. Celui-là, zéro radiation. Le poulpe, les calamars, font partie des espèces autorisées car peu sensibles à la radioactivité. Mais les pêcheurs, eux, voudraient une reprise totale de la pêche. Cette surveillance permanente montre qu'il y a encore des poissons au-dessus des normes, au-delà des 100 becquerels. Mais chaque fois qu'on vérifie, les niveaux baissent. Mais le gouvernement veut être très prudent. Alors, il ne nous permettra de pêcher qu'après avoir vérifié des centaines de fois. Et le gouvernement japonais l'affirme, tant que la contamination continue, la pêche sera strictement surveillée et réglementée. L'Institut japonais de recherche météorologique participe à cette surveillance. À la demande du gouvernement japonais, Michio Ayohama étudie depuis 2011 le parcours de la radioactivité dans les eaux du Pacifique. Et sa théorie se veut rassurante. D'abord, les substances radioactives échappées du réacteur nucléaire de Fukushima rentrent dans le courant Kuryosho et commencent à partir vers l'est. Mais malgré tout, ça ne va pas loin vers l'est. De 2011 au printemps 2012, les substances radioactives voyagent vers l'est, là où le courant se refroidit, puis elles coulent au fond de l'océan. Elles descendent profondément, et après elles changent de direction et vont vers le sud. Après elles repartent vers l'ouest, vers nous, vers le Japon. Donc une partie revient vers le Japon, et les substances qui sont restées à 2500 ou 3000 km de Fukushima, elles ont déjà coulé à 400 mètres de profondeur. Pour le professeur Ayohama, il n'y aurait donc rien à craindre pour la faune et la flore du Pacifique. Vous êtes sûr? Il n'y a aucun problème pour les poissons du Pacifique? Oui, aucun problème. Le seul problème, c'est pour les poissons à proximité immédiate de la centrale. Nous savons que la radioactivité endommage un tout petit peu l'ADN des poissons qui grandissent là, à côté de Fukushima. Une fois que les poissons partent au large, qu'ils nagent près de la surface ou plus profondément,
il n'y a aucun problème, même si la radioactivité est très concentrée. Donc on peut manger les poissons? Oui, on peut les manger. Moi, je les mange. À Tokyo, cette théorie laisse perplexe une éminente scientifique. Ce jour-là, Hisako Sakiyama est l'invité du Centre d'information sur la radioactivité. Et quand on parle à la directrice de recherche de l'Institut des sciences radiologiques de la théorie du professeur Aoyama, voici sa réaction. Il dit que même si les poissons pénètrent dans de l'eau hautement radioactive, il n'y aura aucun problème. Vraiment? Vous plaisantez? C'est étonnant. Je n'ai jamais entendu ça. Vous parlez bien du docteur Aoyama, le spécialiste de la mer. Même s'il y a un filet qui empêche les poissons de sortir, l'eau contaminée circule librement. Et le césium va adhérer au sable et à l'argile et couler sur le fond de l'eau. Mais quand même, il y a les poissons qui se nourrissent au fond de l'eau et qui naviguent. Bien sûr qu'il y aura un effet. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'effet. Je ne comprends pas pourquoi il a dit ça. Malgré les assurances du gouvernement japonais, la crainte de la contamination radioactive du Pacifique serait donc bien réelle. Et cette crainte se propage de l'autre côté de l'océan, aux États-Unis. Nous sommes à San Francisco. Toutes les semaines, ces bénévoles arpentent les plages à la recherche de débris du tsunami. Pour ces défenseurs de l'environnement, cette contamination est un drame. Cet océan, c'est notre vie. La mer, c'est 70% de la planète. Alors bien sûr que cette catastrophe va avoir une influence sur la mer. C'est une tragédie. Depuis là-bas jusqu'ici, ça va avoir des conséquences pour la faune. Le gros des débris du tsunami devrait arriver au printemps sur les côtes américaines. Mais les scientifiques, eux, s'inquiètent surtout pour la faune. Dans son laboratoire de l'université de Stony Brook, dans l'État de New York, ce biologiste marin conserve des morceaux de thon radioactifs. Ce sont des thons du Pacifique. Ils ont été attrapés entre 15 et 150 km au large de San Diego. Après analyse, le biologiste est catégorique. Ces thons ont été contaminés au césium 137 et 134 par les rejets de la centrale de Fukushima. Ce pic n'apparaîtrait jamais si le poisson n'avait pas été contaminé par la radioactivité de la centrale de Fukushima. Sans ce pic de césium 134, on verrait uniquement une légère activité. Le long de la côte californienne, la communauté scientifique se mobilise. À l'Université de Californie, Daniel Hirsch enseigne la politique nucléaire. Il est persuadé que Fukushima est une catastrophe aux conséquences planétaires. Nous savons qu'il n'existe pas de seuil d'innocuité à la radioactivité. Les litres d'eau radioactifs déversés dans l'océan ont augmenté le risque de contamination. À quel point? Nous ne savons pas. L'accident de Fukushima était un accident global et il y aura des conséquences planétaires. Lesquelles? Nous ne savons pas. Elles ne seront pas nulles, elles ne seront pas non plus massives, mais il y aura des conséquences sanitaires pour l'homme. En Californie, par crainte d'une contamination des eaux du Pacifique, la vigilance demeure. Et en Europe, qu'en est-il? Si les océans ne sont pas touchés, le nuage radioactif, lui, est bien arrivé jusqu'à nous. Avec quelle ampleur? En France, des scientifiques ont tenté de le déterminer. Nous sommes près de Paris. C'est un accident majeur. Effectivement, c'est une catastrophe, oui. L'IRSN a cherché à évaluer le parcours du nuage radioactif de Fukushima. Et voici le résultat. Le panache s'est propagé dans le Pacifique, d'accord, en direction du continent nord-américain,
a touché les côtes nord-américaines entre les États-Unis et le Canada, puis la Californie, a progressé sur le continent nord-américain ainsi que notamment dans l'Alaska, a traversé l'Atlantique et sorti vers Boston et a progressé dans l'Atlantique, progressé aussi par le pôle Nord pour toucher l'Europe du Nord par la Suède, après avec et l'Est de l'Europe, puis avec un flux nord-sud et est-ouest, a touché progressivement la France. Ce n'était pas dangereux pour les Français ou les Européens? Non, c'était dans des niveaux qui étaient suffisamment bas pour qu'il n'y ait pas de problème de santé publique en Europe. Mais pour les chercheurs indépendants sur la radioactivité de la CRIRAD à Valence, ce n'est pas aussi simple. Selon eux, si en Europe, la contamination par le nuage radioactif était très faible, le risque, lui, était bien réel. Les citoyens français ont quand même été exposés à une certaine radioactivité liée à Fukushima par inhalation et par ingestion. Heureusement, on est resté dans des niveaux de dose qui sont, disons, 1000 fois plus faibles que ceux que nous avons subis en 1986 à cause de Tchernobyl. Et c'est pour ça que, pour le territoire français, il n'y a pas eu à produire des recommandations à la population de prendre des pastilles d'iode, par exemple. Par contre, toute dose de radiation supplémentaire augmente les risques. C'est pourquoi il n'est pas possible de dire qu'il n'y aura pas de conséquences éventuelles à très long terme pour la population mondiale en dehors du Japon. Retour au Japon, dans la ville de Minamisoma, à 20 km de Fukushima. Teruo Iwamoto est retraité. Depuis qu'il a 3 ans, il pêche dans les rivières de la région. Pour lui, c'est un mode de vie. C'est son grand-père qui lui a appris. C'est un poisson-chat. Vous pouvez le manger? Non, non. Pourquoi? Parce qu'il est contaminé par les radiations. Sûrement plus de 1000 becquerels. C'est dangereux? Oui. La norme au Japon est de 100 becquerels. Et ici, dans la rivière d'Odagawa, les taux sont à 900 ou 1000 becquerels. Teruo Iwamoto est un spécialiste de la pêche à l'anguille. Un poisson que les Japonais adorent. Mais plus question d'en manger, elles aussi sont hautement radioactives. De retour chez lui, Teruo Iwamoto les coupe en morceaux pour les faire analyser. Depuis la catastrophe, c'en est fini de sa passion. Vous savez, je pensais vraiment que j'allais commencer à profiter de la vie. Mais juste au moment où j'ai pris ma retraite, cette catastrophe est arrivée. Moi, je ne voulais pas avoir à faire ce genre de choses. Toutes ces mesures de radiation. Vous pourrez consommer à nouveau les poissons de la rivière un jour? Je ne pense pas. Pas de mon vivant, non. Teruo Iwamoto fait ses contrôles de radioactivité spontanément, par devoir, dit-il, pour que les générations futures ne vivent pas à leur tour ce drame qui a détruit les rivières de son enfance et brisé tant de vies.